Bonjour, une petite vidéo pour revenir en quelques minutes sur les notions du chapitre 8. Dans ce chapitre 8, on s'est intéressé à savoir comment déterminer la composition chimique d'une étoile. Pour ça, on a dit il faut étudier la lumière de l'étoile, c'est la seule information qui nous parvienne. Alors, faisons d'abord quelques petites expériences sur de la lumière. Prenons une lumière blanche, par exemple issue d'une lampe incandescence, et faisons-la passer à travers un prisme. Une expérience bien connue dans laquelle on observe que la lumière est déviée et surtout qu'elle est décomposée en différentes couleurs qui s'étalent du rouge au bleu. Quand on fait la même expérience avec une lumière laser, la lumière elle est bien déviée mais elle n'est pas décomposée. On interprète ces expériences en disant que le prisme décompose les lumières qui sont issues d'un mélange de couleurs. La lumière blanche, on dit qu'elle est polychromatique parce que c'est un mélange de plusieurs couleurs. Par contre, la lumière laser, on dit qu'elle est monochromatique puisqu'elle ne contient qu'une seule couleur. La figure que l'on obtient sur l'écran, ici ou ici, on appelle ça un spectre. Étudions différents spectres. Première expérience, c'est celle qu'on vient de voir, une lampe incandescence qui émet une lumière blanche à travers un prisme. Sur l'écran, on obtient cette figure-là, où on retrouve les couleurs de l'arc-en-ciel qui s'enchaînent de façon continue. On parle de spectre continu. On obtient un spectre continu à chaque fois qu'on fait chauffer un solide, comme c'est le cas ici dans la lampe, puisque à l'intérieur de la lampe, c'est un filament en tungstène qui chauffe. À chaque fois aussi qu'on fait chauffer un liquide, et même quand on fait chauffer un gaz fortement comprimé, on obtient un spectre continu. Par contre, petite exception, c'est quand on prend un gaz sous faible pression et qu'on le fait chauffer, c'est le cas dans les tubes néons par exemple, où on fait chauffer le gaz à l'aide de décharges électriques, et bien alors la lumière, quand on la fait passer à travers un prisme, sur l'écran, on observe un spectre très particulier qui contient que quelques couleurs sous forme de raies. On appelle ça un spectre de raies d'émission. Dernière expérience, on prend une lumière blanche et on fait passer devant elle un gaz froid. Et sur l'écran, voilà ce qu'on observe. On observe non pas un spectre continu comme dans la première expérience, mais des raies noires qui apparaissent sur le spectre. Ces raies noires, on les interprète en disant que le gaz qui est passé sur le trajet de la lumière a absorbé quelques couleurs. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ces couleurs et pourquoi pas d'autres? Pour ça, il suffit de regarder le spectre d'émission d'un gaz et le spectre que l'on obtient, le spectre d'absorption, quand on place ce gaz devant une lumière blanche. Et on voit qu'il y a correspondance entre les raies qui sont émises et les raies qui sont absorbées. Et c'est le cas pour tous les gaz, hydrogène, sodium, etc. Donc on pourra retenir que un gaz n'absorbe que les radiations qu'il est capable d'émettre. On retiendra aussi que chaque gaz a un spectre d'émission qui lui est caractéristique. Le spectre d'émission de l'hydrogène est différent de celui du sodium, il sera différent de celui du mercure, etc., etc. Donc le spectre d'émission, c'est quelque chose qui va nous permettre d'identifier un élément. Revenons à notre problématique. Voici le spectre du Soleil. Quand on le regarde de loin, on a l'impression d'avoir un spectre continu. Mais quand on le regarde de près, on voit qu'il y a présence de petites raies sombres. Alors ces raies sombres, ça veut dire que la lumière du Soleil, qui est émise par le noyau du Soleil, elle a traversé des gaz. Alors, quel gaz? Eh ben, en fait, il y a deux milieux gazeux sur le trajet de la lumière entre le Soleil et nous, entre le noyau du Soleil et nous. C'est tout d'abord l'atmosphère du Soleil. Le Soleil possède une atmosphère, comme toutes les étoiles, qu'on appelle une chromosphère, et l'atmosphère terrestre. Alors sur un spectre comme ça, il suffit d'identifier, comme on connaît la composition chimique de l'atmosphère terrestre, d'identifier quels sont les gaz de l'atmosphère terrestre quelles sont les raies qui sont attribuables à l'atmosphère terrestre, et les raies noires qu'il reste, c'est les raies qui sont attribuables à l'atmosphère du Soleil. Et donc on va pouvoir, grâce à la présence de ces raies noires, déterminer la composition chimique de l'atmosphère du Soleil, en faisant la chose suivante, en comparant les raies noires qui sont présentes sur le spectre et les raies d'émission de différents éléments. Dans cet exemple simple ici, nous voyons que les raies d'émission de l'argon correspondent toutes à des raies d'absorption sur le spectre de l'étoile. Donc on conclut que l'argon fait partie de l'atmosphère de l'étoile, ce qui n'est pas le cas pour le mercure. On a donc répondu à la question qu'on se posait dans le chapitre 8. Posons-nous maintenant une question supplémentaire, à savoir pourquoi un prisme est capable de décomposer une lumière. Alors déjà, il faut voir qu'un prisme ne fait pas que décomposer une lumière, il la décompose et il la dévie. Intéressons-nous au phénomène de déviation de la lumière qu'on appelle le phénomène de réfraction. En effet, quand on prend une source lumineuse, quand le rayon lumineux change de milieu de propagation, il va se passer deux phénomènes. La réflexion, que l'on a vu au premier trimestre, et le fait qu'une partie du rayon va traverser le deuxième milieu, mais va être déviée. C'est ça qu'on appelle la réfraction. Au premier trimestre, quand on a étudié la réflexion, on s'était posé la question de la relation entre l'angle incident et l'angle réfléchi. Alors je vous rappelle que l'angle incident, c'est l'angle entre le rayon incident
et la normale. Et je vous rappelle aussi que la normale, c'est une droite imaginaire qui est perpendiculaire à la surface qui sépare le milieu 1 et le milieu 2. D'ailleurs, la surface qui sépare deux milieux de propagation, on appelle ça un dioptre. Donc la normale, c'est la droite imaginaire perpendiculaire au dioptre. Cette normale, elle est fondamentale puisque c'est par rapport à elle qu'on va repérer les angles incidents, réfléchis, et l'angle réfracté qui est ici. Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Au premier trimestre, on a vu qu'il y avait une relation entre l'angle incident et l'angle réfléchi, une relation très simple puisque c'est une relation d'égalité. Posons-nous maintenant la question, quelle est la relation entre l'angle incident et l'angle réfracté? On voit que c'est pas une relation d'égalité, puisque le rayon est dévié. Cette relation, on l'a vu en TP, c'est la relation de Schnell-Descartes, qui dit que l'indice de réfraction du premier milieu, celui qui contient le rayon incident, fois le sinus de l'angle incident est égal à l'indice de réfraction du deuxième milieu fois le sinus de l'angle réfracté. Alors, que sont les indices de réfraction? Pour l'instant, on va juste dire que l'indice de réfraction, c'est un nombre sans unité qui caractérise un milieu de propagation et qui est toujours supérieur à 1. On a donc notre relation. Et revenons à notre prisme. Le prisme, quand on envoie sur lui un rayon lumineux qui contient plusieurs couleurs, eh ben, on voit quand il arrive sur la première phase que la lumière, elle est décomposée sur la première phase, et puis sur la deuxième phase, elle est encore davantage décomposée. Voilà. Donc en tout cas, la décomposition, elle a lieu directement quand la lumière passe de l'air au verre qui constitue le prisme. Essayons d'étudier ce phénomène à l'aide de la relation de Schnell-Descartes. On voit qu'ici, on n'a qu'un seul rayon lumineux de couleur blanche, donc un seul angle incident. Par contre, à la sortie, on a plusieurs rayons lumineux, donc ici, il n'y en a que deux qui ont été tracés, mais il y en a tout un tas entre les deux, et qui ont donc chacun leur angle réfracté. Donc, les rayons en sortie n'ont pas le même angle réfracté, c'est pour ça que la lumière est décomposée. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas le même angle réfracté alors qu'ils ont le même angle incident? Alors si on prend la loi de Schnell-Descartes, ben, l'angle réfracté, en tout cas son sinus, on l'a en faisant cette formule-là. Tous les rayons ont le même angle incident. Quand ils se propagent dans l'air, ben, ils sont mélangés, donc a priori ils ont tous le même angle, le même indice de réfraction. Donc la seule chose qui doit varier, selon la couleur, c'est l'indice de réfraction dans le prisme, c'est-à-dire dans le verre qui compose le prisme. Et donc, c'est pour ça que le prisme, il est capable de décomposer la lumière. On dit qu'il est dispersif parce que chaque couleur dans le prisme, en tout cas dans le verre qui compose le prisme, va avoir un indice de réfraction différent. Et donc, va avoir un angle réfracté différent. Voilà. Voilà pour la réponse. Mais quand même, pour conclure, l'indice de réfraction, c'est quoi? L'indice de réfraction, en fait, pour avoir une petite notion de ce que c'est, je vais vous proposer une petite analogie, qui vient du fait que quelques années après Schnell-Descartes, un scientifique français, Pierre de Fermat, va proposer une théorie, qui est la suivante, il va dire que la lumière, quand elle se propage d'un point A à un point B, fait en sorte que la durée de son trajet soit la plus petite possible. Alors vous allez me dire, si je reviens un petit peu en arrière, ici, si la lumière, pour aller de ce point-là au point qui est ici, a priori, le trajet le plus court, c'est la ligne droite. Eh ben non, pas toujours. Et c'est là que je vais revenir sur mon analogie. Prenons donc cette plage sur laquelle on a, enfin en tout cas dans l'eau, avec une personne qui est en train de se noyer, et sur le sable, un sauveteur. Le sauveteur doit se rendre le plus rapidement possible vers le noyer. Pour ça, quel trajet il va emprunter? Ben, sûrement pas la ligne droite, parce que s'il emprunte une ligne droite, il va devoir il aura un petit parcours sur Terre et un long parcours dans la mer. Et clairement, il se déplace plus vite sur Terre que dans la mer. Donc il va plutôt prendre ce trajet-là. Il va maximiser son trajet sur Terre et minimiser son trajet dans l'eau, parce qu'il se déplace plus vite sur Terre que dans l'eau. Donc ce n'est pas toujours la ligne droite qui est le chemin le plus rapide. Et pour la lumière, c'est pareil. Quand elle vient d'un point A à un point B, quand il y a changement de milieu de propagation, eh ben, elle fait comme le sauveteur, elle va minimiser sa durée de trajet, ce qui l'oblige parfois à subir des chemins où elle subit une déviation. Et l'indice de réfraction, bah, il tient compte de ça. Il tient compte de la différence de vitesse de propagation
entre le milieu 1 et le milieu 2. Voilà comment on définit rigoureusement l'indice de réfraction d'un milieu. C'est le rapport de la vitesse de la lumière dans le vide, ou dans l'air, c'est la même chose, divisé par la vitesse de la lumière dans le milieu de propagation. Par exemple, la vitesse de la lumière dans le verre si on cherche à calculer l'indice de réfraction du verre. Voilà pour un petit peu sentir ce que c'est que cet indice de réfraction et ce qu'il représente. La vidéo arrive à son terme et j'espère qu'elle vous aidera à mieux comprendre les notions abordées lors du chapitre 8.